Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 décembre 2020, il est 21h04. Alors je viens de commencer à 21h comme si c'était quelque chose de normal et tout d'un coup mon cerveau vient de tilter qu'en fait normalement mon live est supposé commencer à 20h30, pardon, en fait il y a 30 minutes de retard et c'est tout à fait malgré moi. Alors pourquoi Slave to Darkness suite et fin? Pas du tout, suite et fin, on est en analyse du Battle Tome. C'est ça qu'on veut. Slave to Darkness, nous voici lancés ce soir sur Slave to Darkness. Alors, je vais commencer ce soir par ne parler uniquement, donc a priori que des personnages. Je consacrerai toute la semaine prochaine aux unités. Pourquoi je décide de découper les personnages? Parce que je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail à ma manière. Je vais décrire que de manière assez parcimonieuse les traits de bataille, puisque les traits de bataille, je les verrai spécifiquement dans 2 semaines. Donc, eh bien, allons-y. Les Slave to Darkness. Les Slave to Darkness, c'est... Avant, on aurait dit que c'était l'armée des humains du chaos. C'est effectivement l'armée des humains du chaos. Mais c'est aujourd'hui, plus spécifiquement, et encore plus que ça l'a été lors de Warhammer Battle, en fait, l'armée personnelle de Archaon. Et c'est à tel point l'armée personnelle de Archaon que, en fait, la présence de certaines unités de démons dans ce livre, eh ben, en fait, paraissent complètement incongrues. Et en fait, il est assez difficile de les faire rentrer convenablement dans une liste d'armées Slave to Darkness, mais ça, on le verra la semaine prochaine et dans 2 semaines. Fort heureusement, à part quelques pièces très particulières, il n'y a pas d'unité qui soit, dans les faits, complètement injouable. Après, à savoir si on va investir des points d'armée dedans, c'est autre chose, mais dans les faits, il n'y a pas a priori dans ce bouquin d'unités qui soient fondamentalement injouables. Par contre, il est vrai qu'il y a des unités qui ne tiennent pas la comparaison par rapport à d'autres unités dans le même bouquin, et du coup il est plus intéressant de les jouer pour certaines raisons, par exemple parce qu'en fait elles coûtent moins de points, ou qu'elles sont plus efficaces, ou qu'elles vont mieux remplir un certain type de rôle, ok, mais dans les faits il n'y a pas d'unité qui soit mauvaise. Ce qui n'est pas le cas par rapport à d'autres Battletoads, bien sûr. Je vais juste rappeler que chez les Slave to Darkness, lorsqu'on commence une armée ou qu'on commence à constituer une troupe, eh bien, on est obligé de sélectionner l'un des 4 types, ce qu'on appelle donc les Légions des Damnés. Voilà, là où c'était une possibilité, ou c'est une possibilité dans une grande majorité des autres bouquins, des autres armées, des autres factions, chez les Slave to Darkness, c'est obligatoire d'aller chercher donc l'une des 4 légions qui est actuellement dans ce bouquin, et il y en a d'autres dans l'autre bouquin. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces 4 légions-là parfois, si je dois y faire référence, mais quand il s'agira de vous proposer des listes d'armées, on prendra l'étendue de ce qui est disponible grâce à La colère de l'élu éternel, l'autre bouquin qui est sorti après. Je vais juste vous rappeler le fonctionnement également des marques du chaos, puisque les troupes Slave to Darkness ont, dans la majorité, pas toutes malheureusement, mais dans la majorité, accès à 5 marques du chaos. La première, l'originale, c'est la marque l'aura du chaos universel, la marque du chaos universel. C'est celle qui est normalement de base sur toutes nos troupes, et qui sont marquées. Et, pardon, mon voisin qui fait du bruit. Et à partir du moment où on souhaite spécifier une stratégie, ben à ce moment-là, on va éventuellement aller chercher l'une des 4 autres marques. Alors après, il faut savoir quelque chose de particulier, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule marque, une seule même marque dans une armée. On peut mélanger les marques. Attendez, je vais vérifier s'il n'y a pas pendant que je vous parle, quelque chose qui change ça. FAQ...
mais à la sortie du bouquin, en tout cas c'était le cas, il était... Alors, Slave to Darkness, Errata et Designer Commentary. Nanana. Non. 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 Donc 67, c'est bien la page sur laquelle je suis. Alors, aptitude d'allégeance, aura du chaos. Remplacer la première phrase de la règle par si un héros Slave to Darkness a un mot clé de marque du chaos, il a une des aptitudes d'aura suivantes. Alors moi, c'est chaque héros. Oui, d'accord, ok. Oui, absolument, parce qu'en l'occurrence, certains héros n'ont pas de marque du chaos, et en l'occurrence, l'ogroïde Myrmidon, qui est une figurine, une unité qui est importée de Warhammer Warcry, et bien cette figurine, tout comme les autres unités de cultistes, n'ont pas de marque du chaos. Et je trouve ça très dommage. En l'occurrence, je suis tout à fait triste que en novembre 2020, ils aient mis à jour la règle de cette manière-là. De mon point de vue, ils auraient dû faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de dire attention, pas tous les héros n'ont de marque, je pense que clairement, le logroïde Myrmidon et les unités de cultistes devraient être naturellement du chaos universel, marqué du chaos universel, et juste ne pas avoir la possibilité de changer de marque. Et ça correspondrait complètement à leur lore. Et même éventuellement, je pense qu'il y en a certains, et ben ils pourraient, il y en a un, il pourrait avoir accès à Khorne, l'autre il pourrait avoir accès à Tsench, etc., au cas par cas. Et comme c'est le cas pour certaines unités qu'on trouve dans ce bouquin. Et bien, bref, le fait que c'est... En fait, je trouve ça complètement incohérent qu'il y ait des unités qui soient des unités pas monstrueuses, hein, pas stupides, entre guillemets, si je puis me permettre, mais des unités qui soient conscientes, d'un point de vue lore, des créatures intelligentes, et que, malgré le fait que ce soit donc des adorateurs du chaos, et spécifiquement de Archaon, et ben, ils ne soient pas... Et ben, ils aient pas de marque. Je trouve que c'est peu cohérent. Et du coup, on se retrouve là, en fait, au lieu de corriger les unités qu'il fallait corriger, et ben ils ont simplement changé une phrase pour dire, bon, ben en fait, pas tous. Hein, voilà. Bon. Et du coup, il y a la mise à jour de la règle de Nurgle qui était un peu trop forte. Donc, attends, c'est ça. Remplacer la première phrase de la règle par si le jet de blessure non modifié par une attaque, pour une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une unité Slave to Darkness de Nurgle a mis entièrement 12 au moins. Avec cette habitude, donne 6 aux dégâts infligés par... Et c'était quoi? Entièrement. Ah merde, je suis con ou quoi? J'arrive pas à voir. Ah d'accord, on est passé sur le jet de blessure et plus sur le jet de touche. D'accord, ok. C'est l'information qui a changé, c'est la blessure. Avant c'était sur le jet de touche, maintenant c'est sur le jet de blessure. Effectivement, c'est un peu moins fort. Un tout petit peu moins fort que ce que c'était avant. Bon, ok. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'il y a à savoir? En fait, là, dans la première partie, ce qu'il y a à savoir, c'est que ces 5 marques, en fait, elles s'appliquent en permanence sur Archaon, puisque Archaon a toutes ces marques. Voilà, là, on rentre enfin dans le sujet. Ça fait 25 minutes que je vous parle, et voilà. Forcément, on va commencer par Archaon, c'est la première unité du Battle Tome, c'est l'unité la plus importante, et voilà. Allons-y, Archaon, l'élu éternel. Non. Où est-ce qu'il est, le bonhomme? Il est peut-être en rupture de stock, donc tout en bas. Oui, c'est ça. Bien entendu, c'est vrai que c'est une figurine qui est absolument superbe. On va zoomer un petit peu. Hop là. On va se
rafraîchir la gorge. Alors, il me semble que ces points ont augmenté à Archaon. On va juste vérifier immédiatement. Alors... Disciple of Chain, Blade of Corn... Alors, attendez. Self to Darkness, page 10. Ah non. Attendez, il y a un problème là. Il me manque... C'est pas la dernière version pour les Self to Darkness, c'est ça, les points? C'est pas la dernière version, celle-là? Parce que là, je vois que les Varant Guard sont à 300 points, alors qu'ils sont aujourd'hui à 280. Donc, c'est... Ah oui, c'est sorti en novembre, ça, donc c'est plus récent, absolument. Donc en fait, là, cette fois-ci, c'est l'errata qu'on va prendre. C'est bien l'errata qu'on va prendre. Oui, c'est ça, lui, il est passé de 260 à 230. Les Chaos Knights ont pris 10 points, ont descendu, je sais plus. Ils étaient à 170, je crois, ils sont à 160. Les Chaos Marauders, à l'origine, c'était à 90, ils ont pris 20 points. 110, c'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Les Horsemen, je trouve qu'ils ont... Voilà. Eux, ils ont pris 10 points, les Chaos Marauders. Les Warriors, ils ont perdu 10 points. Les Varant Guard ont perdu 20 points. Et qu'en est-il de l'autre bourrin? Donc Be'lakor, il n'a pas changé. D'accord. Et Archaon est toujours à 800 points. Par contre, ce qu'il a eu, c'est une mise à jour de sa règle personnelle, de sa règle personnelle, sur l'os de l'élu éternel. Mais je vais volontairement l'ignorer ce soir en vous parlant d'Archaon, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de jouer Archaon dedans. Bien sûr que c'est bien mieux de jouer Archaon dedans, donc ça je le dégage parce que finalement je n'en ai pas besoin. Bien sûr que c'est plus efficace de jouer Archaon dans son host personnel, dans son clan personnel, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez tout à fait jouer Archaon en dehors de cet host. Par contre, je vais rappeler en parlant d'Archaon les différentes marques parce qu'elles s'appliquent obligatoirement. Voilà. Donc, retournons sur Monsieur Archaon. Pardon, voilà. Donc, alors, on a ici une figurine à 20 points de vie, c'est donc forcément une grosse figurine à 20 points de vie, elle a une sauvegarde de 3+, un mouvement de base de 14, une bravoure de 10, voilà. Elle a un profil qui est non modifiable, donc elle a 2 armements avec une portée de 1, sa fameuse épée en 4 attaques, 2+, 3+, perforation de 2, dégâts flat 3, ses griffes monstrueuses, portée 1, donc c'est les griffes de la bestiole, 2 attaques en toucher 2+, blessé 3+, perforation de 2, dégâts D6, une queue cinglante, portée 3, attaque 2d6, toucher 4+, blessé 3+, pas de perforation, dégâts 1. Et enfin, les 3 têtes. D'abord, portée 3 elle aussi pour les 6 attaques. Faudra m'expliquer pourquoi les bras ont moins de portée que les têtes. Hein. Mais bon, d'accord. Donc 6 attaques d'abord, en toucher 3+, blessé 3+, perforation de 1 et dégâts 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez lui? Donc, pour ses 800 points, il vole... Personnellement, en fait, Archaon, il a que son épée pour se battre. Tout le reste des attaques concerne sa monture. Après, on s'en fout parce qu'on ne peut pas lui ajouter de bonus d'armement où il dirait là sélectionner une arme précise, nanana. Mais prenons en compte que Archaon pour lui-même, si jamais il y a un sort, vous savez, qui peut améliorer un profil d'arme ou quoi que ce soit. Eh bien, prenez en compte qu'en fait, Archaon, il a que son épée, et que tout le reste, c'est sa monture. C'est marqué dans la description. Mais quand même, prenez-le en compte. Ensuite, la fameuse armure, qui est l'armure historique, hein, qui vient de Warhammer Battle. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle. On fait attention, hein, c'est mortel. À cette figurine, sur 1 à 3, rien ne se passe, donc il prend la blessure dans la tête.
Sur 4 à 5, la blessure mortelle est annulée. Sur un jet de 6, la blessure mortelle est annulée et l'unité attaquante subit une blessure mortelle en retour. Ok. Je trouve ça intéressant. On va tout de suite aller voir alors, il a un truc... Voilà. L'élu éternel, chaque fois que cette figurine est affectée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites sur 4+, ignorez les effets de ce sort ou sort persistant sur cette figurine. Et enfin... donc là, c'est sur la tueuse des rois, forcément. Et sur les monstrueux tricéphales, on a le manche-sort. Choisissez un sort persistant à 18 ou moins de cette figurine. Ce sort persistant est conjuré. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, enfin ce qui me marque, et sachant que c'est un sorcier de niveau 2, il peut conjurer 2 sorts par tour. Non, pas conjurer, tenter de dissiper. Il peut tenter de dissiper 2 sorts par tour. En fait, c'est qu'il a une sauvegarde de base de 3+, ce qui est de mon point de vue bien, parce que c'est pas 2+, en fait, tout simplement. Et voilà, vous connaissez mon opinion maintenant sur les sauvegardes qui sont trop basses, enfin trop fortes. Je préfère en fait qu'il ait 20 points de vie et une sauvegarde de 3+, plutôt qu'il ait genre 16 points de vie ou 17 points de vie et une sauvegarde à 2+. Voilà, je préfère largement ça. Et en fait, là, de base, quand on voit ça, on se dit, ok, en fait, il a pas mal de choses pour se parer de la magie et de la blessure mortelle. Est-ce que, en fait, la meilleure manière de pouvoir tuer Archaon, c'est pas de le submerger de petites troupes, et en fait de submerger la quantité d'attaque sur sa tronche, avec un petit rend de -1, -2, parce qu'en fait, il a même pas dans son armure ou dans son bouclier ou un truc spécial qui dirait qu'il ignore les attaques qui ont un rend de -1. Ça pourrait être un truc bien, par exemple. Au lieu d'avoir autant de défense contre la blessure mortelle et contre la magie, d'avoir un truc qui fait qu'il ignore les attaques qui font de la pénétration d'armure de 1, je trouverais ça plutôt équilibré, étant donné son niveau de puissance. C'est-à-dire, en fait, finalement, on est bien content qu'il ait la marque de Tsench, puisque je vais me permettre de vous rappeler, du coup, pour lui, quel est le contenu de la marque de Tsench. Hop là. Regardez Dieu. Non. Aura de Tsench, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 contre les attaques qui ciblent l'unité, machin, et après, en outre, si cette figurine est un général, donc a priori Archaon sera votre général, eh bien, si cette figurine est affectée par un sort persistant, par un sort ou un sort persistant, vous jetez un dé, si vous le faites sur 5+, ignorez les effets de ce sort ou de ce sort persistant sur cette unité. Donc en fait, Archaon sera votre général, ça veut dire que la seconde partie de Tsench n'est pas prise en compte, puisqu'en fait, pour les règles de défense, on applique la meilleure statistique parmi toutes les règles disponibles par l'unité. Donc en fait, la règle de l'élu éternel vous permet donc d'éviter le sort sur un 4+, ce qui fait qu'en fait, la seconde partie de la règle qui permet d'éviter un sort sur un 5+, ne se cumule pas. On ne fait pas d'abord un test à 5+, puis ensuite un test à 4+, ou l'inverse. Non, on ne prend en compte que la meilleure stat pour éviter le sort. Ça, c'est quelque chose qui... ça n'a pas toujours été le cas. Pendant un certain temps, à Age of Sigmar, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on pouvait cumuler les différentes façons de protection comme ça. Et c'est depuis cet été, depuis le dernier Battle Tome, Manuel du Général, on ne peut plus démultiplier ce genre de défense. Donc Archaon a une aptitude qui lui permet de se protéger sur un 4+, contre les sorts et les sorts persistants. Mais en fait, finalement, on est bien content qu'il puisse relancer ses 1 de sauvegarde, parce qu'en fait, c'est sa seule ces deux bases, en fait, son seul bonus à la sauvegarde qu'il a, pour éviter, en fait, tout simplement, les touches, les blessures, les attaques, entre guillemets, non mortelles, les attaques de base, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc, en fait, finalement, c'est un petit peu, je pense, l'infanterie monstrueuse
l'infanterie qui va pouvoir en fait avoir des armements lourds, qui pourra toujours avoir des petits bonus pour faire des petites blessures mortelles, mais qui va en fait avoir plusieurs attaques et plusieurs et de la pénétration d'armure avec des dégâts 2, des dégâts 3. Et en fait, je pense que c'est ce genre d'unité-là que va craindre Archaon. Parce qu'il a tellement de possibilités pour se défendre de la magie, que en fait, si vous décidez en fait de tomber Archaon au cours des 5 tours de la bataille, je pense qu'il faut que vous ayez dans votre armée ce genre d'unités. Des unités en fait qui ne vont pas baser leurs dégâts sur un apport de blessures mortelles, mais au contraire sur de la perforation d'armure et sur une grosse plage de dégâts, un maximum de grosses plages de dégâts. Ou une accumulation d'attaques, mais pourvu que vous ayez de la perforation d'armure. Et du coup, en fait, je pense que, étant donné l'armée aujourd'hui qui a le plus de capacité, il me semble, à cumuler la perforation d'armure, je crois que ce sont les hommes bêtes. En fait, je pense que c'est les hommes bêtes, effectivement, qui sont les plus dangereux aujourd'hui, si éventuellement. Alors, après, il faut voir l'équilibrage général de l'armée. Mais voilà, je pense qu'en 1v1, pas en 1v1, mais en armée pure l'une contre l'autre, Archaon, ça doit être l'une des armées qui doit craindre le plus. Sachant que, comme il a l'aura de Nurgle, il y a un jet de -1 en tir, il y a un malus de -1 pour la touche au tir contre lui, ce qui fait que, s'il est général, mais il sera votre général, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit avantage pour une armée comme les... comment ils s'appellent les Beasts of Chaos, les bêtes du chaos, plutôt qu'au Caradon Overlord, qui, eux, vont baser également avec de la pénétration d'armure et ce genre de choses-là, mais sur du tir. Voilà, bref. Archaon, donc je vous l'ai dit, c'est un sorcier de niveau 2. On va reprendre ces trucs. La couronne de domination... c'est marrant, couronne de domination, parce que ça me fait penser au home de domination, qui est le home du roi Lich dans World of Warcraft. Alors, ajoutez 2 la caractéristique de bravoure des unités du chaos, amis entièrement à 12 ou moins de cette figurine. En outre, soustrayez 2 la caractéristique de bravoure des unités ennemies, tant qu'elles sont à 12 ou moins de cette figurine. Bon, écoutez, le problème de bravoure, normalement, n'est pas trop un problème chez les Slaves to Darkness. Ils ont plutôt une bonne bravoure, à la différence de... Ah non, les démons aussi ont maintenant une bonne bravoure. C'était avant qu'ils étaient peu résistants à la bravoure. Maintenant, ils ont une très très bonne bravoure, ils ont, naturellement. Mais quand je dis avant, c'était à l'époque de Warhammer Battle, de mémoire. Bon... Écoutez, tant mieux qu'il leur offre un plus dans bravoure, ça permettra notamment s'ils se retrouvent entourés d'unités très très faibles et avec peu de résistance d'éviter qu'elles foutent le camp tout le temps, mais a priori Archaon, vous allez faire une armée plutôt élitiste avec lui, avec un impact très très fort, donc a priori vous n'aurez pas à risquer, vous n'aurez pas à craindre ce souci de bravoure, et personnellement, moi, je suis beaucoup plus intéressé par le fait de soustraire 2 à la caractéristique de bravoure adverse, parce que ça veut dire que, quoi qu'il arrive, ça va être une épine dans le pied de l'adversaire, surtout quand on voit la taille du socle de Archaon. Je ne crois pas que ce soit le plus gros des socles, je ne crois pas qu'il soit aussi gros que le socle du dragon, du Stardrake, non, ouais, je crois pas. Je crois pas que ce soit le plus gros des socles, je crois pas qu'il soit sur le socle le plus gros de tous. Est-ce que dans la description, il donne la taille du socle? C'est 160 mm. 160 mm. Non, je crois que c'est 200 mm le plus gros des socles. Je vais vous dire ça tout de suite. Juste pour l'info, parce que ça m'aime bien. C'est... Alors... Slave to Die. Ouais, le truc Arcadrak, il a changé. Enfin, il a été mis à jour. Alors... Archaon, il est toujours sur le 168 mètres, et on va aller voir sur le socle. Tiens, voyons sur le socle de la mort. Légion of Nagash. Nagash, il est sur du 130 mm. Nagash, donc il est sur un socle qui est quand même un tout petit peu plus petit. C'est drôle, j'aurais cru qu'ils étaient sur la même taille de socle. Et on va aller voir dans l'ordre.
Stormcast Eternal. Et on veut aller voir le Stardrake. Sur Stardrake, 170 sur 105. Ah, donc il est plus long mais légèrement moins large. D'accord. La musique s'est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on continue la musique. Ah, c'est la musique du roi humain quand il est mort. Bien fait pour sa gueule. Vive la horde. Donc, ok, ouais, il est un peu plus long, mais nettement moins large. Nettement moins large. Mais il me semble qu'il y a un socle tout rond, beaucoup plus grand. C'est pour les figurines de... c'est peut-être bien pour les figurines issues de Forge World. 100 mm, le Carmine Dragon. Donc ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus grand en plus. On va vite fait voir Monster of Destruction. 120, 120, 160 mm. Donc en fait, proportionnellement, en fait, il est sur le plus gros socle actuellement du jeu, Archaon. D'accord. Autant pour moi. Donc ça voilà, donc, prenez ça en compte, hein. On est quand même sur un socle de 160 mm, donc son aura 12 pouces sur un socle de 160 mm, ça fait une grosse portion du champ de bataille, hein. Bon, assez illugué. Relancer les jets de touche pour les attaques des unités ennemies qui ciblent cette figurine, c'est très bien, ça concerne les attaques au corps à corps et les attaques au tir, donc ça le rend vraiment, vraiment tranquille contre le tir, puisqu'il a l'aura Nurgle, on vient de le dire plus tôt. Donc ça c'est cool. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le truc de l'élu éternel qui lui permet de résister à la magie. Voilà, il a vraiment une grosse résistance à la magie. La tueuse des rois, si le jet de blessure non modifié pour des attaques qui ciblent le même héros ennemi avec la tueuse des rois à la même phase donne 6, ce héros est tué. Je suis pas fan de cette règle. C'est pas parce que je la trouve trop forte ou pas assez forte du tout. C'est juste, en fait, je trouve ça bizarre. En fait, c'est comme s'il lui fallait 2 coups pour tuer quelqu'un avec son épée. Et en fait, je trouverais ça plus logique que ce soit une décapitation pure et franche de son adversaire, quel qu'il soit, entre guillemets, ou un coup au cœur, quel qu'il soit. Et en fait, je trouverais ça plus logique qu'en fait, il faille avoir pour à la suite un 6 pour toucher et un 6 pour blesser. Voilà. Je trouverais ça beaucoup plus... avoir beaucoup plus de sens, en fait, que ça fonctionne de cette manière-là. Voilà, à partir du moment où on a... en fait, il a fait un 6 pour toucher et un 6 pour blesser au cours de ces 4 attaques-là, et bien, il y a une de ces attaques qui a été en fait un coup parfait, et qui one-shot le héros en face. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs que ce soit que les héros et pas forcément les monstres, ou les behemoths par exemple. Mais bref, peu importe. Il a les 3 têtes, donc on a vu le manche-sort, c'est la tête de Tsench, la tête Crash Misère, la tête de Nurgle, qui lui fait une petite attaque à distance, hein, avec une portée de 12. Voilà, sur 3+, cette unité subit des 3 blessures mortelles. C'est vraiment tout petit. C'est tout simple, hein. Pour un dragon de cette taille-là, c'est un peu pauvre, on a envie de dire, hein. Une attaque à 12 pouces, tout ça. Mais bon, écoutez... personnellement, je ne le joue pas Archaon, donc je vais pas me plaindre de ne pas l'avoir en face de moi. Non, en vrai, pour 800 points, il pourra avoir une portée de 18 avec son crachat ou son tir, et faire des cibles et son mortel et pas des 3. Hein. Déjà qu'en plus, c'est pas des touches automatiques, hein, que c'est sur un 3+, ça pourra avoir une plus grande portée et avoir un potentiel de dégâts un peu supérieur. Ça serait pas volé, je trouve. Et enfin, casse-crâne, vous pouvez guérir jusqu'à des 3 blessures mortelles louées à cette figurine. Ce que je trouverais bien, c'est que ça, par contre, même ça me dérangerait pas que... Alors, des 6, ça serait peut-être beaucoup. Mais en fait, là, par contre, je trouve ça pas justifié que ce soit gratuit. Surtout si ça vient de la tête de corne. En fait, c'est si les potentiels d'attaque, donc 6, 5, 4, 3, 2, font au moins
inflige au moins une blessure, et ben je trouverais ça justifié qu'il puisse récupérer les 3 blessures mortelles. On va juste vérifier très rapidement que ce que je dis n'a pas été mis à jour. Oui. La tueuse des rois. Chaque fois que cette figurine attaque, si le jet de blessure modifié pour 2 attaques de la tueuse des rois me donne 6. Oui, bon, ça n'a pas changé. La avant-garde, non, s'en fout. Oui, mais ça c'est normal. Maintenant, on n'a plus de cumul. Ok. Bon, bah écoutez, non. Non. Il régène automatiquement des 3 points de vie par tour. Très bien. Seigneur sans égal, si cette figurine sur le champ de bataille au début de votre phase de héros, vous sauvez un point de commandement supplémentaire, c'est normal, c'est le meilleur. Aptitude de commandement, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement une fois par tour à la phase des héros si vous le faites. Ce que ça fait, c'est qu'une figurine de l'unité choisie, si... C'est ça, oui. Les figurines tuées d'une unité peuvent combattre, même si elles ont été tuées. Voilà, avant d'être retiré du jeu. Je vérifie si... une fois par tour à la phase des héros. Choisissez une unité self-target sur la mission de champ de bataille. Si jusqu'à la fin de la ronde, si une figurine choisie est tuée par une attaque d'arme de mêlée, la figurine en question peut combattre avant d'être retirée du jeu. J'ai un petit doute. Elle peut combattre si elle n'a pas déjà combattu à cette phase, on est d'accord. Elle peut combattre si elle n'a pas déjà été, si elle n'a pas déjà combattu. Non. Non. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué, donc j'imagine que du coup, si c'est pas indiqué, ça veut dire qu'elle peut combattre, même si elle a déjà combattu. Enfin, domination omnisciente, ça permet sur un de plus de utiliser sa propre aptitude de commandement gratuitement si un adversaire utilise aussi une aptitude de commandement. Et ça, c'est une aptitude, domination omnisciente, que je trouve bien. La première fois que je l'ai lu, au cours de la lecture, j'ai craint que au début de la lecture, que en fait, sur un de plus, il empêche ou il vole l'opportunité au joueur d'utiliser son aptitude de commandement. Et c'est pas le cas. En fait, c'est effectivement, si tu utilises une aptitude de commandement, boum, dans la foulée, je peux aussi faire la mienne. Et je trouve ça, en fait, plutôt sain, parce que j'ai un peu du mal avec les règles à frustration, avec les règles qui empêchent un joueur de pouvoir développer sa stratégie de jeu. Là, c'est juste, il faut prendre en compte qu'effectivement, si tu joues de cette manière-là, si tu utilises une aptitude de commandement, tu vas très certainement donner l'opportunité à Archaon d'utiliser la sienne. Tu peux pas utiliser n'importe laquelle, tu peux utiliser que la sienne, celle de base, par ma volonté, qui est une bonne aptitude, mais c'est pas toujours l'aptitude qu'on voudrait mettre en place, par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ça, c'est une règle que j'aime bien, et par exemple, ça correspond au fonctionnement, par exemple, de Tsench, du trait de bataille de Tsench, qui est que on cumule des points de destin en fonction du nombre de sorts qui sont passés au cours de la partie, quelle que soit l'armée qui les lance. Donc effectivement, ça fonctionne de cette manière-là. J'aime bien que c'est le même principe, quoi. On ne t'empêche pas de lancer des sorts, mais si tu lances des sorts, prends en compte que tu risques de servir ton adversaire. Voilà, ça c'est un truc que je trouve intelligemment foutu. Alors, ensuite, je pense que j'ai fait le tour à peu près d'Archaon. On aura l'occasion d'en parler quand il s'agira de le mettre en pratique dans une armée, dans des éventuelles listes d'armées. Je me ferai violence pour vous proposer des listes d'armées avec Archaon. Bon, j'en ai quelques-unes en tête, mais c'est juste qu'en fait... aussi belle que soit la figurine, aussi stylée que soit la figurine, ce n'est... En fait, tout comme Nagash, c'est une figurine qui me donne quasiment pas envie de la jouer. Elle est trop grosse, en fait, en termes de points. Je trouve ça trop handicapant. Je trouve ça beaucoup trop handicapant. Je préfère qu'une figurine qui monte déjà jusqu'à 500 points. C'est déjà...
J'aime bien en fait me dire que j'ai des options de stratégie différentes avec mon armée, alors que là, c'est compliqué de se dire qu'on peut retourner, changer de stratégie au cours d'une partie si les choses sont pas allées dans le sens qu'on souhaitait, avec une figurine qui fait la moitié de notre armée en termes de points. C'est compliqué de se dire qu'on peut se permettre un peu de souplesse dans son gameplay, dans sa stratégie au cours d'une partie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal, moi, personnellement, avec l'idée, le fait d'envisager de jouer cette figurine. Après, je trouve ça super, déjà je trouve ces règles plutôt cohérentes. Voilà, je vous ai dit que pour moi, il y en avait quelques-unes qui n'étaient pas assez fortes et une autre qui était un peu trop forte. Un petit cumul de règles pour la résistance à la blessure mortelle, mais tant mieux pour lui. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne figurine, je pense qu'elle vaut ses points à 800 points. Et je pense qu'elle vaut toujours ses points à 800 points, même si elle n'est pas jouée dans son host de base. Voilà. L'avant-garde, comme je vous disais, je verrai ça la semaine prochaine. Je vous propose d'aller maintenant sur le Gaunt Summoner,